Bonjour Evan, Bonjour, ça va bien? ça va et toi? Bah super. Bon bah aujourd'hui on reçoit qui Evan? C'est On ça la reçoit question. monsieur Nicolas Proul. Bonjour Nicolas. Salut, ça va bien? Bah oui et toi ça va? Ça va super bien. Bon alors avec Nicolas ce soir on va parler de politique je pense. C'est ce qui est plutôt intéressant C'est c'est plutôt intéressant de ce qu'on va parler. Tu fais scraper le micro toi. Ça va être le sujet dominant de ce podcast et ça va être très intéressant. Vous allez voir, on va poser plein de Ouais, questions. ça va être super sympa, on va vraiment discuter de politique, puis de toute manière Nicolas c'est quand même un invité assez intéressant. Nicolas C'est tu vas gentil, te présenter c'est gentil. plus tard je pense parce que c'est Aucun toujours problème. super. Bon ce sera dans le titre je pense mais voilà vous allez découvrir. Mais maintenant générique. Vous écoutez Le Monde en Perspective avec Evan Boelet et Jules François. Alors après ce beau générique avec ma belle voix. Il est bien notre générique. Hein. Ouais je trouve qu'on a Je suis impressionné, sincèrement, c'est on a impressionnant. un générique pas mal. Nicolas est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, mon nom est Nicolas Proux, j'ai 18 ans depuis maintenant quelques jours. J'étudie actuellement au Cégep de Jonquière en sciences humaines. Je suis venu à Jonquière pour jouer au football ici. Puis l'autre partie de ma vie qui est grandement importante, c'est la politique. Donc, j'en fais depuis plus jeune, on en reparlera tout à l'heure. Mais alors, football et politique, c'est pas mal ce qui me représente. Le Pas mal. football. Le football c'est bien. C'est bien le football. Parce qu'en fait Et si, c'est un beau sport, ouais, effectivement. c'est pas mal. c'est pas mal. Faut savoir que j'y suis aussi. Ouais. Donc voilà, on se connaît déjà depuis le football, c'est notre quarterback. Et puis voilà, pour l'instant on fait une bonne saison, tout se passe bien. Donc c'est très cool. on C'est est très, vraiment on est vraiment super content. Jules prend les photos d'ailleurs. Ouais moi je suis photographe C'est un peu comme ça que tout le monde s'est rencontré ici. C'est ça. effectivement. C'est ça, je pense que en vrai, notre rencontre n'aurait pas eu lieu si on n'était pas au même étage, puis que il y a beaucoup de choses qui ont. C'est vrai qu'on vit au même endroit également. On vit Eh oui. exactement au même endroit. Ça va être très très cool. Ça c'est encore mieux. Nicolas, ce soir, aujourd'hui, on parle de politique, puis on parle plus précisément de ton parti politique, je pense. Ça va être assez. Ouais, de la politique québécoise, Ce donc. qui va parler. De quoi on va parler. Nicolas, est-ce que tu peux présenter un peu pour qui tu travailles, qu'est-ce que tu fais Alors, dans le formation. fond, pour revenir à la base, moi, mon père a fait de la politique il y a quelques années. Là, on en reparlera tout à l'heure. Mais j'ai grandi dans le monde politique québécois. En premier, grâce à lui, mais par la suite, là, c'est d'une implication plus partisane, professionnelle et personnelle que j'ai commencé mon engagement en politique. Mm. Je travaille actuellement pour le Parti libéral du Québec, qui est, en comparaison avec la France, un peu le parti de centre, le parti qu'on appelle de gouvernement. Alors, depuis 2 ans, je m'implique à ce qu'on appelle la commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Donc, c'est l'aile jeunesse de ma formation politique. Et là, depuis quelques temps, je travaille pour l'un des députés à l'Assemblée nationale, le député de Marguerite-Bourgeois. Est-ce que du coup, ça te plaît? Oui, ben c'est sûr que qu'on a la chance d'évoluer dans ce qu'on peut considérer comme une passion, C'est vrai que c'est cool. C'est c'est vrai. toujours agréable. Très, très bien. Mais c'est vrai qu'ici aussi, on a tous en fait un petit pied dans la politique. Ouais, on aime ça. C'est On va dire que intéressant. c'est quelque chose qui nous rassemble aussi. autour Exact, de oui, ça. certainement. Puis pour ma part, moi j'ai une expérience au niveau du Sénat, qui est la chambre haute du Parlement en France. Puis j'ai toujours eu un très gros attrait pour la politique. Evan aussi, t'as quand même un assez Bon. gros attrait pour la politique. Enfin, quand Moi, même, je suis pas lié indirectement à ça, mais ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours un peu comme adapté mes études par rapport à ça. Mm. J'aime bien tout ce qui Ouais. est sciences politiques. À l'université, j'aimerais aussi faire de la Sciences Po. C'est un sujet. De très bons programmes c'est au ça. Québec aussi. De Ouais, je sciences sais. politiques. C'est pour ça, à Ouais, Concordia. c'est pour ça, Concordia, Oui, Bishop, exact. Je vais voir ça. sur Je suis des- en train de m'intéresser à ça. Ouais, Ça va être cool. sur des bons trucs. Et du coup, tu disais que tu as toujours aimé la politique, mais est-ce que tu penses que ça vient à 70% de ton père ou c'est toi qui a décidé de t'engager dans ça ou... Ben, c'est sûr que dans le fond, là, pour la petite histoire, mon père est devenu député pour la première fois pour l'Action démocratique du Québec, qui est un ancien parti politique, en 2007. Donc, j'avais alors 1 an et demi lorsqu'il est devenu député. Ah oui, d'accord. Donc, la comparaison que j'aime faire, c'est que je suis un peu le Obélix, dans le sens où je suis tombé dans la potion magique. Ah ouais, t'es Plus petit, toujours la un peu politique, c'est à la limite être une drogue. Là. Dès qu'on y touche, on n'y ressort pas. Alors, c'est rapidement, dans l'éducation que j'ai eue, la politique a toujours eu une très grande importance. Mes parents m'ont jamais obligé à faire de la politique, mais m'ont Ok. toujours dit que la chose publique, fallait s'y intéresser. Donc, je dirais que c'est ça, mais dans les 2 dernières années, là, moi, mon père fait plus du tout de politique, est rendu loin du monde politique québécois.
Donc, c'est vraiment depuis 2 ans là, d'une implication réellement personnelle que je fais de la politique. Donc, à la base, oui, l'éducation est venue peut-être de mon père, mais par la suite, sûr, là, c'est sûr que j'essaie de faire mon propre nom et de ne sûr. plus seulement être le fils d'eux. Mais c'est clair. C'est C'est clair, vraiment, c'est ça qui est important aussi. Hein. C'est ton choix, quoi. Enfin, C'est important. Exact, c'est ça. Genre, on t'a jamais forcé, on t'a pas dit. Moi, jamais tu seras forcé, même destiné à que la plusieurs fois, politique. mon père il m'a dit faut être un peu fou pour faire de la politique. Donc, c'est sûr que la conciliation travail, famille, vie Ouais, personnelle puis en et vie C'est vrai que privée est compliqué. C'est un métier qui est assez demandant pour avoir déjà vu la preuve que c'est un métier qui est assez demandant quand même, la politique. Moi, je sais que c'était des horaires de 8 à 19h, puis que c'était pas tous les samedis que t'avais, puis pas tous les dimanches. Puis, Non, puis tu sais. Toi, tu bosses quand même beaucoup. Hein. Quand Ouais, on en ben, parle exact. la fois, Énormément, tu fais- toi. tu fais- tu Exact. fais Ben, des semaines de- je fais plusieurs heures, puis, mais en même temps, comme on le disait tantôt, quand c'est une passion, Ouais, quand on les aime, on heures, compte tu les pas. comptes pas. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est Pour clair. moi, c'est plus qu'un travail, c'est une implication. Puis, Ouais. puis souvent, je dis que tu sais, je travaille en politique, mais la partie que je fais pour l'Assemblée nationale du Québec, donc pour le député, les quelques heures que je fais par semaine, là, c'est vraiment des implications qui sont complètement non partisanes. Donc, moi, dans le fond, je travaille à distance pour un député, mais je gère des cas de circonscription. Donc, je travaille avec des organismes communautaires, je gère des agendas, je gère des budgets. Mhm. Ça, c'est complètement non partisan. Donc, c'est vraiment, je travaille pour l'État. L'autre côté que je fais, c'est de travailler pour un parti politique et travailler pour une formation politique. C'est là que ce n'est plus un emploi. Il n'y a plus de rémunération. Alors, c'est là qu'on compte plus nos heures, Ouais, et puis qu'on après- travaille beaucoup, mais qu'à la fin, le retour qu'on a, c'est qu'on souhaite faire agrandir notre formation politique et par la suite essayer de gagner les élections pour travailler pour le Québec. Alors j'aimerais qu'on se penche un peu plus, si tu le veux bien, sur l'histoire du PLQ. Oui, Parce vas-y. que je pense que c'est un parti politique quand même qui a eu de l'impact dans la vie des Québécois aujourd'hui. Mais Oui. qu'est-ce que le PLQ aussi Mais qu'est-ce que le faut- PLQ aussi? Est-ce que tu expliquer peux à nous nos expliquer auditeurs. avec ta définition ce que c'est le PLQ? Alors C'est pour ça. moi, le Parti libéral du Québec, tu l'as dit, c'est l'un des plus grands partis politiques. Dans le fond, le PLQ a débuté au tout début du Québec. Alors, pour la petite histoire, le Canada est créé en 1867. Le Québec est alors devenu une province. Le Parti libéral du Québec a tout de suite été l'un des partis politiques et encore aujourd'hui, en 2023, est encore un parti politique qui est grandement présent dans la vie de l'ensemble des Québécois. Le Parti libéral du Québec a eu plusieurs facettes, a eu de bons, de moins bons côtés, mais c'est le parti politique qui a été créé pour gouverner. Alors, c'est le parti politique qui a formé le plus de gouvernements depuis la création du Québec. C'est le parti des grands changements, c'est le parti de la Révolution tranquille. Alors, les grands changements qui se sont faits suite... alors qu'on souhaitait moins d'églises et plus de citoyens dans la société au Québec, dans les années 60, le Parti libéral du Québec a fait de grandes réformes. C'est également le parti qui a nationalisé l'hydroélectricité. Alors, pour le Québec, ça a été l'une des plus grandes avancées de notre histoire. L'hydroélectricité. C'est-à-dire- Ouais, c'est le Exact. Mais dans barrage, le fond, c'est qu'au Québec, notre plus grande ressource naturelle, c'est l'eau. Ouais, ouais, Alors, totalement. c'est qu'avant les années 60, malheureusement, c'était des compagnies privées qui géraient l'eau. Ok. Alors, on a décidé de faire en sorte qu'on crée Hydro-Québec. Alors, une société d'État pour que ce soit l'État qui bénéficie de ces revenus-là et Ouais. non des sociétés venant de Privées. l'étranger. Et dans le Québec, c'est malade comme société. Genre, ils ont carrément une compagnie d'avions. Genre, ils ont des avions et tout. Ah non, affrétés, mais Hydro-Québec, c'est énorme, c'est très puissant, c'est très influent. Hydro-Québec a quelques lacunes, mais en même temps, une société d'État comme celle-là, ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'on a des surplus, c'est des surplus qui reviennent aux Québécois et non aux poches de millionnaires étrangers. Mais c'est... Puis en plus, c'est quand même assez écologique. Ça a l'air de bien marcher. Hein. Je suis en Ben, train c'est de sûr que regarder. l'eau, tu sais, actuellement, on a des surplus d'hydroélectricité, mais on les envoie ailleurs. Mais Mm. tu sais, ces gens-là paient et Ok. à la fin, ça Ah, c'est revient aux cool. Québécois. Donc, c'est ça. En terminant, le Parti libéral du Québec a plusieurs changements, que ce soit l'assurance maladie. C'est le parti qui a officialisé la langue française comme langue commune au Québec. Alors, il y a plusieurs choses qui est arrivées. C'est un parti politique qui, comme toutes les formations politiques, a eu des creux. Actuellement, on a un creux au Parti libéral du Québec. C'est-à-dire. Ben, dans le fond, on a vécu les deux pires élections de notre histoire, lors de 2018 et 2022, qui sont les dernières. Donc, il y a- C'est comme ça. À défaut du PQ, je crois, qui est lui par contre en train de prendre de la. Ben, le Parti québécois a également baissé. Dans le fond, c'est qu'au Québec, on a toujours été
dans une société de bipartisme. Alors, il y avait juste 2 partis politiques. Là, depuis quelques temps, il y a Québec solidaire, la coalition Avenir Québec, qui est actuellement au gouvernement, et le Parti conservateur qui ont pris de l'envol. Alors, ça fait en sorte qu'on se retrouve à être du multipartisme. Alors, c'est 5 formations politiques. Ouais. Alors, c'est là que on en reparlera par la suite, mais le Québec a toujours été du bipartisme parce que d'un côté, on avait le Parti québécois depuis la fin des années 60, début des années 70, qui voulait que le Québec devienne un pays, et le Parti libéral du Québec Et les autres qui souhaitait que le Québec reste dans le Canada. Donc, c'était facile pour le PLQ. Pendant plein d'années, on disait, si vous êtes fédéraliste, donc si vous êtes contre un Québec souverain, votez pour nous. Puis le Parti québécois, c'était, si vous voulez un Québec c'est l'inverse. libre, un Québec qui est un pays, votez Ouais, pour c'est nous. c'est Alors maintenant qu'il y a plusieurs pays et que plusieurs partis et que l'offre politique s'est diversifiée, il faut aussi diversifier notre message bien et sûr. notre offre politique. Au bout d'un moment, il Et faut c'est- changer d'argument. Parce Exact. que les gens en ont marre. Je pense d'entendre Exact. toujours Et- noir ou blanc. Ils Voilà. ne savent pas où se mettre. Et tu as tout compris. Et lorsque d'autres partis arrivent avec de nouvelles idées, Ça nous, change la seule tout. idée qu'on présente est là depuis 50 ans. Mais non, ça y est. Ça fait en sorte que les Québécois ils sont tannés. Bien sûr. Et les Québécois nous envoient un message. Retournez faire vos devoirs parce qu'on ne votera plus pour vous dans la situation actuelle. Mais ça, c'est quelque chose qui... Quand un parti est là depuis 1867 et que des gens sont là depuis très, très, très longtemps, C'est ça. faire changer les idéologies à l'intérieur même d'une formation politique, c'est un enjeu. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant, puis on peut faire peut-être un parallèle avec... c'est peut-être un gros parallèle, mais avec les États-Unis, où aujourd'hui il y a une offre politique qui est moins diversifiée, et que on se retrouve avec des clivages comme il y a pu avoir en 95 avec le référendum, Exact. où on se retrouve avec deux Amériques pour le coup qui veulent plus avoir de dialogue, et qui sont vraiment bloqués dans le fait il faut une décision. Exact. Oui, puis c'est quelque chose qui a touché tous les Québécois parce que le Québec était complètement divisé, là. Mhm. Il faut savoir que le référendum a fini avec... Il a fini 40... Ben là, exactement, là, mais dans le fond, c'est 41... 49% pour et 51% contre. Ouais, donc Donc, c'est très, très serré. Puis C'est c'était un sujet très sensible. C'était 49,8. Alors, tu sais, c'est... Dans le sens où c'était réellement, là... Un 50-50, non, ouais. réellement, on est passé très proche. Ouais. On n'était pas loin de 50-50, donc Ça aurait l'ensemble de la fait un statu population quo, là. était divisée. Oui, exact, mais dans le fond, à 50-50, le gouvernement fédéral nous aurait sûrement pas laissé la possibilité Non. de se séparer, mais en même temps, le gouvernement fédéral devait nous laisser... Puis moi, je suis quelqu'un qui est fédéraliste parce que je pense que le Québec a davantage à rester dans le Canada économiquement. Oui, bah, bien sûr. Mais faut quand même accepter que le Québec est une nation et que le Québec est différent du reste du Canada par sa culture, par sa langue. Et l'enjeu, c'est quand même de trouver justement le juste milieu. le juste milieu. C'est ça aussi. C'est qu'il y a plein de trucs à prendre en compte et qu'il y a aussi les avis d'une jeunesse là, qui arrive. Une jeunesse au Québec qui, je pense, ne sait pas où se positionner aussi. Ils doivent quand même se retrouver coincés entre le Québec, c'est le Québec, mais le Québec fait partie aussi du Canada. Il doit y avoir un manque de compréhension. Et c'est pour par ça rapport à tout que malgré le fait qu'on a décidé de rester dans le Canada, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller chercher plus de pouvoir Oui, bien dans la sûr. capitale canadienne, Bien Ottawa. Le Canada doit reconnaître qu'on est une société distincte et ça fait en sorte que... Ça, c'est le travail du bloc. C'est le Bloc québécois qui tente de faire ça à Ottawa. Et ça marche. On va dire que ça marche. On va dire qu'ils arrivent à faire quelques avancées, mais aujourd'hui, le bloc... Mais c'est reste simplement minoritaire que dans- plusieurs questionnent l'utilité du Bloc. Ouais, Parce voilà, c'est qu'à la ça. fin, le Bloc a actuellement pas assez de députés pour faire... a assez, mais dans le sens où le Bloc n'a pas une réelle... pas une réelle décision, Ouais. pas de réelle décision à prendre. Si Justin Trudeau décide de dire aujourd'hui, moi, le Québec, je m'en fous, mais le Bloc, à part poser des questions en chambre, peut pas faire grand-chose, n'a pas réellement de pouvoir décisionnel. Donc, à la fin, plusieurs vous diront que c'est des députés qu'on enlève au gouvernement, donc moins de représentativité gouvernementale pour le Québec. Parce que du coup, pour ceux qui nous écoutent de France, et je pense qu'il y en a plusieurs, il faut expliquer quand même le fonctionnement du Canada. Je vais le faire. Oui, oui. Tu pourras me corriger, Nicolas, si je dis des bêtises, mais en Je gros, te fais confiance. le Canada travaille
termes de provinces, il y en a Ouais. 6. Non, dans le 7. fond, il y a 10 provinces, 10 provinces, et 3 territoires. 10 provinces et 3 territoires qui sont tous, on va dire, entre guillemets, autogérés par leur propre gouvernement. Ouais, qui ont des gouvernements provinciaux. Et qui sont autonomes. rattachés en fait au gouvernement canadien par un Mm. gouvernement fédéral qui lui fait des lois au niveau, on va dire, de toutes les provinces au niveau fédéral. Ouais. Puis les gouvernements dans les provinces et les territoires font leur propre. Exact. leur C'est bien, propre- c'est leur bien propre résumé, loi. Jules. Dans le fond, c'est que les gouvernements provinciaux ont des champs de compétences. Donc, et le gouvernement fédéral a ses propres champs de compétences. Donc, au Québec, par exemple, ben, c'est comme ça dans tous les gouvernements provinciaux. Les provinces gèrent l'éducation, la santé, une certaine partie des transports, alors que le gouvernement fédéral gère, par exemple, ce qui est l'armée, gère ce qui est les relations internationales. Donc, chacun des champs de compétences sont divisés. Alors ça, c'est un gros enjeu de faire en sorte que le Québec ait cherché, par exemple, en immigration, l'ensemble des champs de compétences qu'il souhaite avoir. Et en même temps, c'est toujours une guerre à l'intérieur même du Canada parce que le fédéral souhaite avoir le plus de pouvoir possible et les provinces souhaitent avoir le plus de pouvoir possible. Ouais, c'est Donc, ce qui permet encore une fois, comme doser le pouvoir. exact, le compromis. Ouais. Compromis, exactement. Puis faut peut-être le mentionner, même si aujourd'hui c'est moins important, mais il faut parler quand même que le Canada fait partie du Commonwealth, Ouais. qui est le regroupement de plusieurs pays sous la couronne britannique. Enfin, je fais des guillemets qu'on voit pas là, mais exact. en gros sous la couronne britannique, et qui a un gouverneur du Canada qui est en relation parfois avec le Premier ministre pour donner des avis royaux, même si aujourd'hui... On les prend plus trop en compte. Bah, Si. je sais pas, Nicolas, si tu pourrais nous dire, mais la gouverneuse du Canada aujourd'hui n'a pas un impact énorme. La gouverneure générale du Canada, non, n'a pas un grand impact. C'est surtout aussi que sa légitimité est sans cesse questionnée. Ah ouais? C'est énormément d'argent. C'est près de 50 millions là, qu'on investit chaque année dans tout ce qui est gouverneur général. Donc là, j'inclus la gouverneure générale du Canada, mais il y a également des gouverneurs généraux dans chacune des provinces. La légitimité, quand je dis qu'elle est contestée, c'est que les gens, ils sont de moins en moins Attaché au roi. attachés au roi. Depuis la mort de la reine Ouais, mais c'est clair. Elisabeth II, c'est encore plus flagrant parce que Carrément. les gens n'ont pas de sentiment d'appartenance Au roi à Charles. Et l'autre chose, c'est que c'est ça, c'est beaucoup d'argent, puis surtout au Québec, là, majoritairement au Québec, les gens à la couronne britannique, ils ne s'y sentent pas rattachés. Pour la petite histoire aussi, tu sais, nous, on est à la base des Français qui Ouais, c'est ça, ont été vaincus par des Britanniques, donc même si plusieurs ne connaissent pas l'histoire, à la fin, on n'a pas beaucoup d'attachement à la couronne britannique, Si je alors te que, dis par les exemple, plaines les d'Abraham, Ontariens tu sont vas- sont des Britanniques. Et, Et tu encore sais, une fois, la langue aussi, et je la- pense. Hein. c'est exactement ça. tu sais. Oui. Actuellement, le gouverneur général du Québec et la gouverneure générale du Canada pourraient dissoudre notre Parlement québécois. Mhm. Mais tu sais, nous, on sent pas réellement qu'il y a un attachement, puis on sent pas dirigé par le Commonwealth et encore moins par le roi Charles. La dernière chose que je souhaiterais apporter, c'est que avant cette année, les députés québécois et les députés québécois prêtaient un serment à la reine lorsqu'ils devenaient députés. Alors c'est Ah, je savais pas. Nicolas Proulx, déclare sous serment que je respecterai la reine ou le roi, en quelque sorte. Et là, il y a des députés qui ont dit, mais là, ça n'a pas de bon sens. Moi, je Ouais, veux ça a aucun prêter sens. serment au peuple Oui, québécois, au peuple et non, québécois. et non à la couronne britannique. Donc, Ouais, c'est clair. donc cette année, depuis cette année, là, depuis le dernier mandat, les députés peuvent décider de prêter serment au peuple québécois. Il y a quand même des députés qui sont attachés à cette royauté, on va dire. Il doit y en avoir, je pense. Il y a quelques députés qui sont rattachés, souvent à l'intérieur du Parti libéral du Québec, parce que ce sont des fédéralistes, parce qu'ils veulent... c'est ça, certains s'y sentent rattachés, mais je te dirais que d'année en année, là, Ça s'estompe un peu. disons qu'on peut les compter sur pas d'une main. beaucoup. Mais est-ce que par contre à l'extérieur du Québec on retrouve quand même plus de royalistes, de fédéralistes, Ben, de fédéralistes, sont- on en retrouve partout. Et Oui, mais de ça- royalistes, donc des gens qui souhaitent encore revenir, qui souhaitent encore qu'on soit rattaché à la couronne britannique. Il y en a sincèrement de moins en moins. Là. Oui. Tu sais, Ça s'estompe, hein, honnêtement. ça avec le s'estompe. temps. Puis je vous dirais que depuis la mort d'Élisabeth II, là, c'est encore
plus flagrant. Ouais, parce que ça a tout chamboulé. Honnêtement, la famille royale, avant la mort de la reine Elisabeth, c'était quand même une image, c'était Exact, mais une famille qu'on respectait, tout ça. On la respecte toujours, bien entendu, mais il y a ça à prendre en compte aussi, que le roi Charles, c'est tout récent, et que là, dans les têtes, c'est encore... Ça, c'est des phénomènes démographiques aussi, dans le sens où, tu sais, c'est tout le temps comme ça, là, de génération en génération, on l'est tout le temps un peu moins encore. Bien sûr. Puis, comme tu l'as bien exprimé, c'est pas du tout qu'on ne respecte pas la couronne britannique ni la famille qu'elle représente. C'est seulement de se dire, on vit à plusieurs milliers de kilomètres de l'Angleterre et du Royaume-Uni. Pourquoi c'est eux qui décident à notre place? C'est clair. Le roi, je vais pas dire qu'il s'en fout du Canada, mais qu'est-ce que ça lui a... Ça, à part comment dire, un simili de comment expliquer ça, un simili de gain territorial, c'est tout en fait. Exact. Mais même encore aujourd'hui, même encore là, même encore aujourd'hui, c'est qu'il y a plus personne qui dans l'international rattache encore le Canada à la couronne britannique, à part les quelques lois du Commonwealth ou les jeux du Commonwealth. Mais du coup, c'est ça, les lois du Commonwealth, qu'est-ce que ça apporte d'être dans le Commonwealth pour le Canada et pour les Britanniques? Mais pas grand-chose, parce qu'on est rendu... Depuis qu'on a... Le Canada a repris sa constitution, est allé la chercher à Londres et l'a ramenée au Canada. Depuis 1982, on a notre propre constitution au Canada. Donc, il n'y a plus réellement d'avantage, dans le sens où la seule chose qui reste, c'est qu'à la fin, il y a comme un droit de veto. Et c'est réellement... je vais être clair pour les gens qui nous écoutent. C'est un droit de veto qui est technique, mais à la fin, ils ne l'utilisent jamais. Ouais, c'est ça. Donc, à la fin, c'est toujours pas la menace, mais l'idée de se dire, mais là, rendu là, on dépense de l'argent pour la couronne britannique, mais à la fin, au-delà du fait qu'elle nous aide pas, elle nous aidera jamais. Donc, on a déjà de bonnes relations avec la couronne britannique, comme on en a avec la majorité des pays occidentaux et des alliés de la Grande-Bretagne. Donc, alors, c'est toujours à quoi ça sert. Mais il y a beaucoup d'argent. Cette idée aussi que le roi, en fait, c'est un rattachement, quelque chose qui solidifie, en fait. En Angleterre, par exemple, le roi sert plus à unir un peuple autour d'une unité commune. Il n'y a plus aucune décision qui vient de lui. Voilà, c'est ça, il n'y a plus aucune. Mais le roi est quand même là. Puis quand tu demandes aux Britanniques, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, même si peut-être qu'avec la mort de la reine Elisabeth, ça a un peu perdu. Mais aujourd'hui, si tu demandes encore aux Britanniques, ils sont très attachés à leur couronne, dû au fait que c'est vraiment ce truc qui rattache toutes les personnes du Royaume-Uni. Parce il n'y a pas de division politique non plus. Il y a une seule couronne, une seule figure. Oui, donc, et surtout quand la reine était là depuis tellement d'années. Je crois que c'est le règne 96 ans. Oui, c'est le règne le plus long de l'histoire. Donc voilà. C'est clair, c'est quelque chose qu'on peut pas. Oui, puis il y a eu de grandes personnes qui ont porté le titre. Bien sûr. C'est ça, c'est qu'on se rend pas compte, mais quand même, c'est une lignée. C'est les Anglicans, je crois, la reine d'Angleterre. Oui, à la base, oui. C'est une lignée quand même qui a fait des grandes conquêtes, faut pas l'oublier, puis qui. Aujourd'hui, la reine d'Angleterre, même Charles, ne descend pas de n'importe qui. Non. Il descend de grands, comment dire, de grands, j'allais utiliser guerriers, mais c'est peut-être pas le mot, mais de grands conquérants. De grandes figures, oui. De grandes figures, voilà. Puis c'est exactement cette raison-là pourquoi les Britanniques ont encore ce sentiment d'appartenance. Mais c'est pour ça aussi également qu'au Canada, ces gens-là ne connaissent pas l'histoire, mais en même temps ne s'y rattachent pas. Oui. Alors, moi, comme Canadien, comme Québécois, je suis capable d'apprécier et de dire à quel point c'est extraordinaire ce qu'ils ont été capables de faire, cette lignée-là. Mais en même temps, jamais je me dis que moi, j'y prends part, j'y ai pris part, ou que mes ancêtres y ont pris part. Parce que eux ont moi, été j'ai aucun de mes par ancêtres les qui est Britanniques. britannique, donc pourquoi c'est les Britanniques qui décident et qui ont encore un droit de veto sur ma nation? C'est ça, parce que en fait, toi, tes ancêtres, techniquement, ils ont été défaits par les Britanniques. Moi, mon ancêtre était un esclave du roi de France, là. Ouais, c'est ça. Donc, la royauté britannique n'a pas beaucoup à jouer dans la lignée que je représente. Parce que, on peut parler peut-être un peu de l'histoire du Québec, c'est assez intéressant aussi. T'en as parlé tout à l'heure brièvement, mais
la France avait des territoires là où le Québec est actuellement, Exact. Ce qu'on avec appelait la Nouvelle-France. la Nouvelle-France, avec les découvertes de Jacques Cartier notamment, si je dis pas de bêtises. Le seul souci, c'est que les Britanniques sont Pendant la venus. guerre de la conquête. Puis, on a été défait sur les plaines d'Abraham, si je dis pas de bêtises. Exact, C'est mais ce si qui a tu mené veux- à notre. Si tu notre veux, fin. je peux résumer rapidement. Là, c'est exactement ça. Donc, en 1534, Jacques Cartier est arrivé dans les basses terres du Saint-Laurent, donc dans le fleuve là, qui est le plus grand fleuve du Québec, là, ce qui rallie le Québec presque au grand complet. Mais dans le fond, à partir de ce moment-là, la Nouvelle-France est instaurée. La France commence rapidement à développer, comprend la réalité de la Nouvelle-France avec beaucoup de ressources. Faut mentionner aussi là, que c'est pas une découverte dans le sens où des Autochtones y étaient déjà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ces gens-là, ce sera une discussion pour une autre fois, mais ces gens-là ont été méprisés également par les Français. Mais je pense que ce sera intéressant et qu'on ait un podcast entier pour en parler, Ouais. puis qu'on recevra quelqu'un qui Ouais, pourra être stigmatisation capable de nous des parler de peuples la cause autochtones, ça peut autochtone, être pas parce que mal. techniquement, nous, en tant que, là je vais le dire, mais en tant que personne blanche, on n'est pas capable de parler Non. de choses qui... Moi, j'ai l'un de mes meilleurs amis qui est dans la communauté autochtone, puis qui me raconte souvent les écrits de ses ancêtres, puis tout ça. Puis c'est phénoménal de voir à quel point cette histoire-là, elle est méconnue, puis à quel point ces gens-là étaient de braves personnes. Alors, pour continuer, alors par la suite, là, en 1608, Québec est créé par Samuel de Champlain. Après, il y a eu 1534, 1542, Trois-Rivières et Montréal sont créés. Donc, des postes de traite qui se déploient. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent s'installer. On amène les filles du roi, donc, parce que là, il y avait beaucoup d'hommes qui venaient pour les postes de traite. Donc, on tente de développer pour au-delà du commerce. On souhaite qu'une population française vienne y vivre. Au même moment, il y a les 13 colonies qui sont britanniques. Qui arrivent. Et là, pendant la guerre de la conquête, alors que les Britanniques et les Français se battent en Europe. La guerre de 7 ans. Exact, pendant la guerre de 7 ans. qui est une des premières guerres mondiales. Ouais. Faut pas l'oublier, parce que Faut ça, pas l'oublier. vraiment, On c'est... l'avait étudié, ça m'avait marqué. Ah, parce GSP que on te parle, Evan. on l'avait étudié et notre prof de géopolitique nous avait dit qu'il la considérait, lui, comme la première guerre Ah, mais mondiale. moi, je la considère totalement comme la première guerre Ouais, mais mondiale. tu vois, c'est pas. Oui, parce que c'est un conflit international. International, pardon, excuse-moi. avec des millions de morts. Et vraiment, les différentes batailles sont Mais c'est réparties surtout que tout c'est autour sur du 2 globe. continents, quoi. Oui, c'est Puis on est vraiment sur une guerre avec une dimension où il y a eu des batailles dans les plaines aux C'est États-Unis. clair. Exact. Et c'est vraiment une guerre qui, en Europe, est méconnue. Peut-être ici est plus connue. Ouais, Mais c'est vrai qu'en Europe, par exemple, la guerre de 7 ans est totalement une guerre totalement méconnue. Ben, c'est une guerre qui s'est faite aussi seulement entre les Français et les Britanniques. Donc, mais qui a quand même eu un impact dans l'entièreté de l'Europe. Là. Mais je pense Bah, que c'est ça. vous, dans vos programmes scolaires, vous l'étudiez beaucoup Mais nous, plus que nous, non? On étudie la guerre de 7 ans parce que nous, elle a un grand impact. Parce que dans le fond, la guerre de la conquête, alors ce qui s'est passé ici est dans le théâtre de ce qui était la guerre de 7 ans. Dans le fond, alors qu'il y a eu de grandes tensions en Europe, elles se sont déversées ici également. Il faut se dire aussi que c'est dans un contexte où quelques années plus tard, les Américains devenaient un pays également. Ouais, c'est clair. Donc, tu sais, c'est comme une entièreté de plusieurs guerres qui se sont faites. Et nous, ici, la guerre de la conquête qui s'est déroulée sur quelques minutes sur les plaines d'Abraham. Donc, les Britanniques ont vaincu les Français. L'armée de France. L'armée de Wolfe a battu les Français là, sur quelques minutes. Donc, à partir de ce moment-là, on est devenu... depuis ce temps-là et encore aujourd'hui, on est un territoire qui est britannique, mais on a su garder notre unité francophone et notre unité culturelle française. Alors, il y a quelques lois là, qui, bien entendu, sont devenues britanniques puisque c'est eux qui dirigeaient ici. Mais on a su quand même garder notre caractère français et ça jusqu'encore en 2023. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit encore travailler, dans le sens où on doit le protéger. Mais c'est ça, puis... Ça fait partie de votre identité. c'est Intégré. vraiment... Exact, oui. Puis c'est tout le temps... Pour un Canadien français, ce sera toujours plus difficile d'habiter dans un Canada qu'un Canadien anglais d'habiter dans un Canada. Parce que l'unité anglophone est encore plus présente que l'unité francophone. Ah Je bah pensais qu'il y oui. avait plus d'unité. Oui, Non, mais l'unité, je veux dire dans le sens où
l'ensemble des autres... On est la seule qui Ouais. parle français. Justement, Mais notre c'est ça qui sentiment devait créer une d'appartenance grande est très unité, fort. non? Oui, exact, mais il est menacé parce que des villes comme Montréal... Ouais, deviennent de plus en s'anglicise de plus plus en- anglophones. Exact, puis C'est ça, compliqué à c'est... gérer, ça Tu aussi. sais, il y a énormément de bons côtés à l'immigration, puis moi, je pense qu'on doit avoir encore plus d'immigrants au Québec, mais ça, il y a beaucoup d'immigration qui est anglophone. Ouais. Peu immigration qui est francophone, et ça fait en sorte que Il y a quand d'année en même année, notre une caractère bonne base français est encore plus de menacé. Français qui viennent s'installer au Canada. Enfin, on en a des exemples tous les deux. Oui, exact, mais il n'y a pas... Oui, tu as raison, mais tu sais, le Canada reste l'un des endroits les plus sécuritaires au monde. Ouais. C'est clair. C'est énormément de gens là, qui veulent venir au Canada. Vous l'avez vécu, le processus. Le processus est compliqué pour immigrer au Canada. Je trouve ça étonnamment quand même simple par rapport à d'autres immigrations. Bah, par exemple, Félix Mais en même temps, vous m'en venez- avait parlé un peu. Mais en même temps, vous venez de la France aussi. Ouais, c'est oui. ça aussi. Il y a Oui. moins de choses à prendre sûr. en compte aussi. Mais là, je vais parler de mon cas. Je pense que ça doit être la même chose pour toi, Evan. Mais j'ai fait mes. Alors, donc pour le processus d'immigration, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, on remplit des papiers, puis on nous donne un rendez-vous, donc le données biométrique, que toi, tu as dû aller faire en 30 minutes et que moi, j'ai passé En 2 région jours à aller parisienne. faire parce que j'étais obligé de me déplacer à Paris pour le faire. Et dans ce processus-là, en fait, tu fais tes données biométriques, c'est quelque chose qui dure 5 minutes. Et 2 semaines plus tard, j'avais mon permis d'études, mais je sais que pour des gens qui n'habiteraient pas en France, il y aurait eu 2 mois de délai entre. Ah ben il y en a qui c'est plus que ça. Là. Moi, il y a malheureusement avec le travail que mon père faisait avant, j'ai entendu plein de cas de gens de l'immigration qui attendent depuis 3 ans pour que des membres de leur famille viennent les rejoindre. Ouais, Ça, c'est c'est des ça. histoires qui sont terribles. 3 ans, ouais. C'est horrible là, de savoir ça, mais alors c'est ça. Alors le Canada est encore un des pays les plus sécuritaires au monde. On a une immigration qui est contrôlée en quelque sorte dans le sens où le processus est quand même difficile. Mais c'est pour ça que plusieurs au Québec se posent la question, est-ce qu'on devrait avoir une immigration qui est 100% francophone? Est-ce qu'on... J'en avais entendu parler, Ouais. ça. Bah, il y avait des trucs comme quoi Ben, il y a ils beaucoup allaient de durcir souverainistes, les- là, des gens. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, les gens qui veulent la souveraineté, qui actuellement ne l'ont pas, souhaitent aller chercher le maximum de ce qu'ils peuvent avoir en termes d'identité francophone et culturelle québécoise. Donc, le Parti québécois et même la Coalition Avenir Québec, qui est actuellement au gouvernement, souhaite une immigration qui est 100% francophone. Puis oui, c'est ce que j'allais dire du coup justement, j'ai quand même vu, écouté comme quoi c'est vrai que pour faire des demandes de résidence permanente par exemple au Québec, la maîtrise du français est demandée, Ouais. justement dû au fait que mais il y a cette anglicisation et je vais sauter sur un autre sujet pour qu'on puisse continuer à avancer parce que ça fait quand même déjà un moment qu'on tourne, mais par exemple à l'image de la Louisiane, elle qui s'est anglicisée. Ouais. Et qui pourtant était à la base une colonie française. Et il y avait des Français qui parlaient français. Exact, oui. et aujourd'hui, il n'y a 100%. que des petites communautés qui sont d'une vingtaine de personnes qui parlent encore français en Louisiane. Mais c'est Et tout. encore, je sais pas. Et encore, je pense Et pas encore, que... c'est le pourcentage est minime. Non, mais c'est pour ça que je dis des petites communautés. Là, Et là, c'est- dans la dernière campagne électorale québécoise, c'est un sujet qui est revenu abondamment parce que le premier ministre du Québec a dit que si on ne travaillait pas pour le français, le Québec deviendrait la Louisiane. Alors, faut quand même s'assurer de mettre au clair qu'il y a une différence et que Mais bien sûr. le Québec ne deviendra pas la Louisiane. Non. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a un Ça a été caractère vendu qui... aussi. Il y a un tout ça à prendre caractère en qui est compte. différent, il y a une histoire qui est différente Bien et il y a une unité francophone qui est grandement différente. Et c'est pour ça que dans les campagnes électorales d'année en année, la question de l'identité de la langue française devient de plus en plus populaire, surtout que depuis quelques années, on avait un gouvernement qui était libéral, un gouvernement libéral qui travaillait pour le français, mais qui n'était pas aussi drastique que celui de la Coalition Avenir Québec, le parti qui est actuellement au gouvernement l'a été. Il y a la loi 96, qui est la nouvelle loi sur la protection de la langue française, qui vient d'arriver et qui est une loi là, qui est drastique, qui enlève des droits aux anglophones. Ah ouais, carrément. Oui, exact. Ben, dans le fond, Les c'est droits. ça enlève des droits aux francophones et aux anglophones, mais vis-à-vis de la langue anglaise, dans le sens Ok. où actuellement, il est beaucoup plus difficile d'aller. Les quotas pour aller dans un cégep anglophone sont grandement diminués. Donc, pour un élève comme moi qui sort d'un processus francophone au Québec, Mais c'est beaucoup plus valorisé. c'est très difficile d'aller dans
Ok. Oui, ils Il y a valorisent des cégeps qu'on continue anglophones. dans un cégep Il francophone. y a des cégeps anglophones. Oui, bien il y a sûr. des cégeps anglophones. À Québec, le cégep Saint-Lawrence qui est très populaire. À Montréal, il y en a quelques-uns aussi. Vanier C'est des College. cégeps, c'est des Champlain. collèges privés. Pour certains, oui. Pour certains, non. Il y en a qui sont semi-privés. Mais oui, il y a des cégeps publics Ok. également. Oui. Puis là, on en discutait tantôt parce qu'on discute de beaucoup d'universités avec Evan ces temps-ci, mais c'est vrai que nous, Français, on a cette... je le ressens comme ça, mais nous, on a ce truc du... c'est bien d'apprendre le français, mais ce serait bien d'aller dans une université anglophone plus tard. Ouais, c'est ça aussi. C'est sûr. D'actualité également, le Québec a proposé, Pascal Derry, la ministre de l'Enseignement supérieur, a présenté hier ou avant-hier un projet de loi voulant que les étudiants internationaux payent davantage pour aller dans les universités anglophones. Donc Oui, ça, c'est le genre j'avais de vu ça choses. aussi. Ça, c'est le genre de choses qui Ils va vous veulent toucher. vraiment augmenter les prix. Dans le fond, c'est qu'ils souhaitent que l'argent qui soit ramassé par ces gens-là, dans le fond, dans la vraie vie, c'est pour vous inciter à aller dans les cégeps francophones. Oui, Sauf c'est que ça. nous, on abaisse le système parce que si on passe notre AES, enfin toi ton AES, moi, AEC, je crois, c'est son Ouais. collégial, puis moi mon DEC, en fait, quand on est résident québécois, on n'est pas résident, mais comme on réside au Québec, on paye les mêmes frais qu'un étudiant québécois. Ok. Ah ouais? Bon. Moi, je savais Donc, pas. Mais c'est sûr que... en gros, au lieu de payer 10 000 $ l'année, puis voire plus maintenant, Ben, on plus paierait ça, que là, il y a 4 000 $. Pour aller à 20 000 McGill, pour aller à McGill University à Montréal, c'est énormément C'est d'argent. Très, très cher. Et là, si en plus les frais de scolarité doublent presque, ça va être quelque chose. C'est sûr que, tu sais, puis là, on n'est pas là pour vous faire la morale, mais les universités francophones, puis au Québec, l'apprentissage de la langue anglaise est très valorisé quand même. Là. Oui, Surtout bien dans sûr. les grandes villes. Moi, je suis allé dans une école secondaire où j'ai fait un programme d'immersion anglaise. Aujourd'hui, je suis bilingue à cause de ce programme-là. À cause, c'est la faute du programme. C'est la faute. C'est un peu de travail également, mais Oui, c'est ça. c'est sûr que le programme a grandement aidé. Dans les universités francophones, on prépare bien quand même les gens à apprendre l'anglais, mais c'est sûr qu'il y a une valorisation quand même de l'apprentissage de l'anglais qui est plus, je te dirais, sociétal que Oui, c'est ça. directif. Là. Oui, c'est Mais ça. si je te pose une question là, peut-être, mais ça consiste en quoi ce stage en fait? C'est ce qu'il y a, par exemple, ce qu'il y a de bien, c'est que genre par exemple, si on veut vous faire un stage d'anglais, on vous envoie en Ontario. Nous, il faut nous envoyer dans un autre pays. Nous, dans le fond, c'est pas comme ça que ça marche habituellement. Moi, dans le fond, ce que j'ai fait, le programme s'appelle ELA, donc English Language Arts. Dans le fond, c'est que pendant l'ensemble de mon secondaire, j'avais certaines journées qui étaient réservées complètement à l'apprentissage de l'anglais. Tu vois, par exemple, en secondaire 5, donc à la dernière année du cursus secondaire au Québec, moi, je passais presque la moitié de mes journées à parler anglais. Donc, à la fin du secondaire, j'en suis ressorti avec... Complètement bilingue. Exact. J'ai C'est passé trop bien. Ça nous Trop a bien. également permis de passer les examens du ministère, donc les examens du gouvernement sur la langue anglaise pour s'assurer après qu'on respecte les normes comme si on était un étudiant anglophone. Ok. Et aussi. Puis il y a des écoles, juste pour terminer, il y a des écoles anglophones aussi au Québec, Ouais. mais la loi 101, donc qui est la loi sur la protection de la langue française, oblige que faut que tu aies des parents qui soient anglophones pour y aller. Ok. Et aussi, pour en parler, nous, c'est complètement différent parce qu'en France, tu as le bac français international qui existe, le BFI. On a aussi des classes d'euro-anglais. Je sais pas si toi, tu as connu Ouais. ça, euro-anglais. Dans- Moi, j'étais en euro-anglais dans le au collège. Alors, c'est ce qui est, pour nos étudiants québécois, le collège, en fait, c'est une passerelle, en fait, entre pas la maternelle, la primaire et le secondaire. En fait, il y a beaucoup d'années de secondaire. Mais Vous il y a savez aussi quel âge des au années collège? Au collège, on est en 6e, on a 11 ans, 10 ans. Ouais, 10 ans, 11 ans. ces eaux-là. On est sur la fin du primaire. Ouais, ok, dans le fond. Alors, c'est ça. Dans le fond, nous, à 10-11 ans, on vit les 2 dernières années de notre école primaire. Là. Ouais, Pour c'est ça. les étudiants français au Québec, de la première année à la 6e année, donc de 6 ans à 12 ans, on vit dans le cursus primaire. Par la suite, de 12 ans à 17 ans dans le cursus secondaire. Par la suite, de 17 à 19 ou 20, on est au ce qu'on appelle le cégep, qui est entre l'université et le secondaire. Et par la suite, là, on peut aller à l'université. Et l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans au Québec.
C'est Ouais, ça, en puis France le aussi. cégep, c'est encore une particularité du Québec. Mais je pense qu'on en parlera dans un autre podcast parce qu'on pourra discuter de. On a tellement de choses à discuter que c'est sûr qu'il va y avoir d'autres C'est ça épisodes. qui est trop Mm. bien. Il y a Puis plein de c'est- trucs à dire. Il y a plein de Plein trucs de à trucs dire, à dire. puis on se retrouve à avoir vraiment du temps à consacrer à nos invités. Je pense que c'est ce qui va conclure notre discussion. Merci beaucoup de l'invitation. Bah, C'est- de rien, Nicolas, j'espère qu'on te revoira. Mais oui, ça Vraiment, va je se pense, refaire. Moi, je pense que ça va se refaire. Puis on Ça a sera plein un de plaisir de sujets. discuter avec vous en terminant là, pour Mais tous oui. les auditeurs français, de savoir que des Français s'intéressent de façon aussi extraordinaire politique là, québécoise. au Québec. Tu sais, le Québec a une culture qui est réellement différente et de savoir que des gens comme vous de l'international s'intéressent à ce qu'est le Québec, à ses bienfaits, à sa langue, ben là, on la partage, là, mais et à ses différences, c'est réellement extraordinaire. Et de voir que des gens comme vous décident de venir aider notre économie, de venir étudier ici et de vouloir y rester, c'est un sentiment qu'on apprécie également. Merci, Evan. Bah écoutez, de rien. On se revoit bientôt. Écoutez, tu me vois maintenant? Je vous parle à vous deux en fait. Ah, ok. C'est gentil. je Non, vous mais j'ai parle à cru vous que deux. Je te dis merci, ok. Mais oui, on se revoit bientôt. De toute manière, on se voit la semaine prochaine en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Puis, On se revoit la semaine prochaine. puis on toutes vous les tient au semaines courant pour le jusqu'à un prochain moment. sujet. On n'a On- pas encore fait notre choix, on va voir. On va voir un peu ce qu'on fait. Il y a plein de trucs. Merci à tous nos auditeurs. N'oubliez pas de noter notre podcast sur Spotify. Donnez-leur le nombre d'étoiles que vous voulez. Puis évidemment, si vous êtes nos auditeurs YouTube, vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Ce fut Le Monde en Perspective. J'étais Jules François. J'étais accompagné de Evan Bollet, mon co-animateur. Et je remercie Nicolas Proux de nous avoir fait l'honneur de sa présence. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Pour ceux qui nous écoutent en journée, une excellente soirée aussi. Merci beaucoup.